Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième cours. Donc aujourd'hui on va parler de fonctions de variables complexes. Autant dans les deux premiers chapitres, certains d'entre vous avaient peut-être entendu parler de la théorie de la mesure ou de l'intégration au sens de Lebesgue. Aujourd'hui c'est vraiment quelque chose de nouveau pour tous. Donc allons-y, on va commencer à parler de trois choses, enfin de plusieurs choses, notamment des fonctions holomorphes et des fonctions analytiques. On va ensuite définir ce que sont que les intégrales curvilignes, avec deux notions qui vont nous intéresser, c'est le calcul des indices et le calcul des résidus. Enfin, le théorème phare du chapitre s'appelle le théorème des résidus et on l'appliquera notamment en exercice en conjonction avec le lemme de Jordan. Donc le théorème, en fait, il y en a un seul dans ce chapitre-là, le théorème qu'il faut absolument savoir bien comprendre et appliquer, c'est celui-là. Donc on va simplement le regarder juste pour voir à quoi il ressemble, et on va essayer de définir au fur et à mesure du cours les différents termes qui apparaissent dans le théorème et que vous allez ensuite comprendre et essayer de vérifier. Enfin, s'il y a des hypothèses, il faut essayer de vérifier ces hypothèses et puis il faut appliquer convenablement le théorème. Donc, je cite, donc c'est normal, il y a plein de termes que vous ne connaissez pas. Donc je cite le théorème, on a un ouvert qui est simplement connexe, qu'on appelle oméga, et on suppose qu'on a une fonction qui est holomorphe sur oméga privé de quelques points, donc on a un nombre fini de points A1, AN sur lequel f, on ne sait pas si c'est holomorphe. Eh bien, à ce moment-là, une intégrale dite curviligne, l'intégrale de f sur un lacet qui ne passe par aucun des points qui apparaissent dans le théorème. Donc l'intégrale de f sur ce lacet, c'est égal à 2i et là on a une somme de k est égale à 1 jusqu'à petit n, où petit n est justement le nombre de points qui apparaissait ici, de indice fois le résidu. Donc il y a plein de termes que vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Justement, tout ce cours va consister à définir un certain nombre de termes qui apparaissaient là-dedans et que vous ne connaissiez pas. Alors, je vais mettre ça ici et hop, vous allez me deviner quel est le nom de la personne qui se cache derrière moi. Je recommence. Vous l'avez vu? Donc, il s'agit de Louis-Augustin Cauchy. Donc, Louis-Augustin Cauchy, Cauchy a laissé une marque profonde dans les mathématiques. Il a écrit plus de 800 papiers dans toute sa vie. Donc là, aujourd'hui, dans ce chapitre-là, vous allez voir un certain nombre de théorèmes qui sont liés à Cauchy. Donc là, ne vous inquiétez pas. Si vous avez oublié tel ou tel théorème, vous dites c'est simplement le théorème de Cauchy. Ok, donc on a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Tout ça en moins de 40 minutes. Donc on va devoir parler très très vite. Alors, on va commencer par les intégrales de fonctions à valeur complexe. Donc on va intégrer une fonction qui va de R dans C. Là, c'est pour faire un petit retour vers ce que vous savez faire. On avait intégré dans le chapitre auparavant des fonctions qui vont de R dans R. Maintenant, on s'intéresse à des fonctions qui vont de R. Donc la source est inchangée, c'est R toujours, mais c'est à valeur dans C. Donc ça, pour définir cette intégrale-là, ça ne pose pas de problème. C'est l'intégrale simplement de la partie réelle, plus i fois l'intégrale de la partie imaginaire. Donc là, on n'a pas de problème de définition. Et pour que ce soit possible, on aimerait bien que l'intégrale de la valeur absolue de la partie réelle soit finie et l'intégrale de la valeur absolue de la partie imaginaire soit finie. C'est-à-dire, quand je prends une norme qui est la somme des deux valeurs absolues, une norme particulière sur R2, eh bien ça nous donne que l'intégrale de la norme de f est inférieure à l'infini. D'accord ? Donc ça, très bien. Mais quand on veut calculer une intégrale, donc une fonction qui va de R dans C, qui s'écrit de la façon suivante. L'intégrale de g rond gamma de x, gamma prime de x dx. D'accord ?
Quand on a cette fonction-là, donc vous voyez que ici, vous travaillez avec une première fonction qui va de R dans C et une autre fonction qui va de C dans C, mais au total, la fonction g rond gamma va de R dans C, et gamma prime de x va aussi de R dans C. Donc on se retrouve avec une fonction qui va de R dans C, et donc on peut appliquer ce qu'on vient de voir dans le transparent d'avant, calculer cette intégrale-là. Cependant, on a envie de faire la chose suivante, on a envie de faire ce qu'on appelle communément les changements de variables. Les changements de variables, jusqu'à présent, on posait z est égal à gamma de x, dz est égal à gamma prime de x dx, et remplacer donc cette intégrale par l'intégrale de g de z dz. D'accord ? Eh bien, ce faisant, on fait quoi? On ne fait pas un changement de variable habituel, parce que pour les changements de variable habituels, on se plaçait de RK vers RK. On prenait un difféomorphisme de RK vers RK. Ici, ce n'est pas le cas. On a Z qui est gamma de X, et comme gamma est à valeur dans C, on se retrouve avec un Z qui est complexe, alors qu'on était parti de X qui est dans R. D'accord ? Donc, ce n'est pas le changement de variable tel qu'on l'a vu jusqu'à présent, mais par contre, ça va nous permettre de définir une intégrale dite curviligne. C'est-à-dire qu'en fait, z, quand on l'écrit comme gamma de x avec un x qui va décrire un sous-ensemble de R, soit un sous-ensemble de R, eh bien z va se déplacer en fait sur C, suivant une courbe qui, dans cet exemple-là, est ouverte, parce qu'elle ne se replie pas sur elle-même, et dans cet exemple-là, est fermée parce que le point final, c'est le point initial. D'accord ? Donc on a vraiment quelque chose qui est vraiment tout nouveau, c'est des intégrales dites curvilignes, donc on verra un petit peu ce que ça veut dire. Là, c'est encore des petits commentaires. Et avant de rentrer dans cette matière-là, les intégrales curvilignes, on va commencer par parler de fonctions holomorphes et de fonctions analytiques. Les fonctions holomorphes, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une fonction qui va de C dans C et qui est telle que la limite, donc on dit qu'une fonction est holomorphe en un point A, si et seulement si elle est tout simplement C dérivable, c'est-à-dire que le taux de variation f de A plus H moins f de A divisé par H, où tout le monde appartient à C, donc A est un élément de C évidemment, et H va tendre vers 0 en tant que nombre complexe qui tend vers 0, c'est-à-dire que son module tend vers 0. D'accord ? Ça ne veut pas dire que son angle tend vers 0, mais son module, le module de H qui tend vers 0. D'accord ? Donc, et on regarde ce taux de variation, là, f de A plus H moins f de A divisé par H, et si cette limite-là, elle existe, alors on dit que la fonction est holomorphe. C'est un peu comme une dérivée au sens complexe. Donc c'est pour ça qu'on dit l'autre nom d'être holomorphe, c'est d'être C différenciable, C dérivable. Et cette limite est appelée de façon non surprenante la dérivée de f en A. Et on notera f' de A. Donc une fonction est holomorphe sur un ensemble oméga si et seulement si elle est holomorphe en tout point de oméga. Donc ça c'est une petite définition. Et puis une terminologie, on va noter h de oméga, l'ensemble des fonctions qui sont holomorphes sur oméga. Continuons. Un premier exemple, la fonction qui a z associé 1 sur z. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le taux de variation. On va regarder f de z plus h moins f de z divisé par h. Donc on a un petit calcul simple, 1 sur z plus h moins 1 sur z divisé par h. On réduit au même dénominateur, on obtient cette quantité-là, on fait tendre h vers 0, donc on obtient moins 1 sur z2, qui est donc la limite de cette quantité, et donc notre fonction est bien holomorphe lorsque on est sur C étoile. On a besoin en fait de s'assurer quand même que z est différent de 0. Donc c'est holomorphe sur C étoile, et de même, on peut montrer que les fonctions qui sont des fonctions polynômes sont holomorphes sur C. Alors, une petite remarque, c'est la quantité, donc le taux de variation, f de a plus h moins f de a divisé par h, doit tendre vers la même limite, quelle que soit la manière dont h s'approche de 0. Regardez, là on a h qui se réduit, et puis
il va tendre vers 0 avec des angles un petit peu différents. Et notamment, on va avoir deux cas particuliers. Si vous prenez un h qui est un réel pur et qui tend vers 0, ça veut dire que ça va tendre vers 0 comme ça, d'accord? En étant sur l'axe des abscisses. Et si vous tendez vers 0 en restant sur l'axe des imaginaires, enfin des ordonnées, on a pour h un imaginaire pur. Donc h, c'est i fois v, où v est un élément de grand R. D'accord? Donc il y a deux façons particulières de considérer des h qui tendent vers 0. C'est de prendre pour h soit un réel, soit un imaginaire pur. On va voir que ça a une petite importance pour des formules dites de... je vous avais prévenu que c'était quelqu'un qu'on allait entendre souvent dans ce cours. Les formules dites de Cauchy. Donc on a une fonction qui est holomorphe en un point A, si et seulement si, donc c'est une condition nécessaire et suffisante, si et seulement si, sa partie réelle, donc on était parti de f avec une partie réelle que j'appelle P, et une partie imaginaire que j'appelle Q, et normalement vous avez f de z, d'accord, avec z qui lui-même a une partie réelle appelée x et une partie imaginaire appelée y. Eh bien, la partie réelle de f que j'avais notée p, je vais prendre cette partie réelle en tant que fonction de x et de y. Donc on a une fonction en fait pour p qui va de R2, puisque x, y est dans R2, vers R. D'accord? Donc P et Q, qui sont deux fonctions de R2 dans R, sont différenciables au point A1, A2. D'accord? C'est-à-dire on veut savoir si la fonction f est holomorphe au point A, qui est le nombre complexe A, qui est composé d'une partie réelle qui est A1 plus I fois une partie imaginaire qui est A2, si et seulement si P et Q, qui sont des fonctions de R2 dans R, sont holomorphes, sont différenciables en A1, A2, et vérifie les conditions de Cauchy, où on a la dérivée partielle de P par rapport à X, qui est égale à dérivée partielle de Q par rapport à Y, et dérivée partielle de P par rapport à Y est égale à moins la dérivée partielle de Q par rapport à X. Donc un petit commentaire qui est simplement de dire que cette formule de Cauchy est aussi valable pour des coordonnées polaires. Donc ça, c'est quelque chose que normalement vous verrez en TD. Continuons. On va faire un sens de preuve, simplement pour vous donner l'idée de qu'est-ce que c'est que ces formules de Cauchy, pourquoi ça existe et pourquoi ça s'écrit sous cette forme-là. Donc, on regarde cette limite-là et on suppose qu'elle existe, qu'elle vaut une certaine quantité, qui est f' de a. Et on veut en déduire, du coup, juste la formule de Cauchy, là, le dp sur dx, etc. Donc, imaginez que cette limite, elle existe, et si elle existe, ça veut dire que lorsque h tend vers 0, en restant sur l'axe des abscisses, ça tend vers f' de a. Quand h tend vers 0 en restant sur l'axe des ordonnées, ça tend aussi vers f' de a. Voyons ça en action. Lorsqu'on va vers 0 en restant réel, c'est-à-dire qu'on a rajouté une perturbation qui est réelle, on doit rajouter plus u. Quand on va vers 0 en restant imaginaire pur, on rajoute i fois v. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsque u tend vers 0? Eh bien, quand vous regardez a plus u, a est un nombre complexe. On a rajouté quelque chose qui est réel, qui est u. Donc on a perturbé en fait juste la partie réelle de a. Et on a divisé par u. On avait fait f de a plus u, avec une petite perturbation sur la partie réelle, moins f de a divisé par u. Donc on sait que en fait, cette quantité-là est tout simplement la dérivée partielle de f par rapport à sa première coordonnée qui est x. D'accord? Vous savez que votre nombre complexe a une partie réelle qui est x et une partie imaginaire qui est y. Donc, comme là, on a perturbé juste la partie en x,
on a une dérivée partielle de cette fonction-là qui est f de z. D'accord? Ou ça, c'est z. De même, ce qu'on a ici à droite, c'est la même chose, sauf qu'il y a un i qui est en bas, qui reste. On a le 1 sur i qui sort, puis le reste est une perturbation en fait sur le y, sur la deuxième coordonnée, puisqu'on a rajouté i fois v. Donc c'est le iy qui a été perturbé avec, on a rajouté à y, on a rajouté v sur la partie imaginaire. Et on a divisé par v, donc du coup ça va tendre vers la dérivée partielle par rapport à y de notre fonction f de z, et il y a un 1 sur i qui se rajoute. Comme les deux ont pour limite f' de a, eh bien on a une égalité entre ces deux nombres complexes-là, et quand on égalise deux nombres complexes, eh bien on va égaliser les deux parties réelles et les deux parties imaginaires. Donc pas une seule équation, mais deux équations entre deux nombres réels. D'accord ? Et ces deux équations, eh bien, c'est tout simplement les formules de Cauchy. Alors pourquoi il y a un signe moins, parce que là vous avez un plus, mais tout simplement parce que si on regarde bien, on a la partie réelle ici, dp sur dx, ça doit être la partie réelle ici. Donc la partie réelle ici, j'ai un i qui est au-dessus et un i qui est en dessous, ça va faire un dq sur dy. Donc pas de signe moins sur dp sur dx est égal à plus dq sur dy. Par contre, la partie imaginaire ici, c'est dq sur dx. Et là, si je regarde la partie imaginaire, je dois remonter. La partie imaginaire, elle est là. Et comme il y a... Attendez, j'efface un petit peu. Comme il y a le 1 sur i, on a 1 sur i, vous voyez, c'est exactement moins i. D'où, quand vous remontez le i au-dessus, ça fait un moins i. D'où le signe moins, c'est moins dp sur dy. Donc effectivement, on obtient effectivement moins dp sur dy est égal à dq sur dx. C'est la deuxième équation des conditions de Cauchy. Ok, très bien. Donc ça nous donne encore une autre possibilité, c'est-à-dire que on avait vu la définition d'une fonction qui est holomorphe, mais on vient de voir une condition nécessaire et suffisante en calculant des dérivées partielles sur les parties réelles et imaginaires pour montrer qu'une fonction est holomorphe. Donc vous avez déjà au moins deux possibilités pour prouver ce résultat, pour prouver qu'une fonction est holomorphe. Et par exemple, on va l'essayer avec la fonction conjuguée. Donc f de z, c'est z bar, c'est-à-dire qu'on a conservé la partie réelle, mais on a simplement pris l'opposé de la partie imaginaire, donc moins iy, ça fait x moins iy. La partie réelle, c'est p qui vaut x. La partie imaginaire, c'est moins y. On dérive. dp sur dx, ça fait 1. dq sur dy, ça fait moins 1. On voit que les conditions de Cauchy ne sont pas vérifiées, donc la fonction, elle n'est pas holomorphe, puisque c'est une condition nécessaire et suffisante. La fonction module au carré, donc là c'est pareil, on va aller rapidement. On prend P, c'est la partie réelle de f. Et en fait, comme f est réel, c'est simplement x2 plus y2. Et Q, sa partie imaginaire, est nulle. Donc on obtient quelque chose qui n'est pas vérifié, sauf si x égale 0, y égale 0. Donc les conditions de Cauchy, en fait, ne sont vérifiées nulle part, sauf... donc elle n'est pas holomorphe sur C étoile, sauf en 0, 0. Donc elle est holomorphe en 0, 0. Il suffit de vérifier. Si c'est vrai, f de z moins f de 0 divisé par z, est-ce que ça a une limite lorsque z tend vers 0? F de 0, c'est 0. F de z, c'est module de z au carré. Donc on a module de z au carré divisé par z. On voit que quand on prend toute cette quantité-là, si je prends le module de ça, il ne me reste plus que le module de z. D'accord? Donc à ce moment-là, on a module de z au carré divisé par module de z, donc ça fait module de z, et ça tend vers 0. Donc le module tend vers 0, donc ce nombre complexe-là tend vers 0. Donc il y a une limite
en 0. Donc la fonction est holomorphe en 0, et en fait c'est le seul point où elle est holomorphe. Dans tous les autres points, sur C étoile, cette fonction n'est pas holomorphe. Bon, z carré, de même, si vous écrivez, j'avais déjà dit que les polynômes étaient holomorphes en tout point de C, mais vous pouvez vérifier, si vous en avez envie, par la technique des conditions de Cauchy, et vous voyez que ça marche bien. Cela dit, je dis ça pour que vous fassiez, pour que vous voyez un petit peu, enfin, je prends cet exemple-là juste pour que vous voyez l'écriture du carré d'un nombre complexe, et pour que vous habituiez, il faut s'habituer un petit peu à regarder cette expression avec x carré moins y carré, d'accord? Donc ça, c'est la partie réelle, x carré moins y carré, et puis 2 fois xy en partie imaginaire. Et donc, il faut savoir que si on a ça, on le récupère, on le repère comme étant le carré du nombre complexe x plus y. Donc le carré de z, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est souvent écrit un petit peu dans l'autre sens. Il y avait des carrés cachés. Si vous voulez récupérer facilement qu'une fonction est holomorphe, il faut montrer que cette fonction, ça peut être une condition simple, ça peut être de montrer que cette fonction est un polynôme en fait en z. Ben, un polynôme en z, il faut s'habituer à regarder ce que c'est que z carré pour essayer de le retrouver. Bon alors, on a des propriétés de stabilité pour des fonctions holomorphes. Heureusement, c'est plutôt agréable. Si on prend des fonctions holomorphes, leur combinaison linéaire est holomorphe, on a la dérivée de la combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des dérivées. Le produit est holomorphe, et là on a une composition, en fait, si vous composez z donne 1 sur z avec la fonction f, donc si f ne s'annule pas sur oméga, eh bien 1 sur f est holomorphe, et la dérivée de 1 sur f, c'est moins f' sur f carré. Donc, des formules que vous connaissez parfaitement pour des dérivés, mais ici, il s'agit de C dérivés, donc de dérivés dans C. Donc ça, c'est un petit peu plus nouveau. Mais on obtient les mêmes formules, donc rien de surprenant. Et puis la formule de dérivation composée avec 2 formules, en fait. Pourquoi 2? Parce que en fait, là, vous avez que des fonctions qui vont de C dans C, d'accord? Donc ça, c'est la première formule, avec des dérivations composées, qui sont des dérivations habituelles, mais que des C dérivabilités. Et puis là, on va composer, en fait, une fonction qui va de C dans C, avec une fonction qui va de I, qui est un intervalle de R, dans C. Donc là, effectivement, on n'a pas tout à fait la même chose. On a quelque chose qui est une fonction qui va de R dans C, une fonction de C dans C. Donc quand vous voyez des dérivées par rapport à f, c'est la vraie dérivée, celle que vous connaissiez jusqu'à présent. Pas la C dérivabilité, mais la R dérivabilité. D'accord ? Mais une relation qui est un peu du même genre aussi. Vous avez un schéma sur lequel je ne m'étends pas. Voilà. Maintenant, on a un premier théorème dit de qui? J'essaie de cacher le mot, mais en fait, on ne peut pas le cacher parce qu'il est toujours là. C'est ce fameux Cauchy qui va nous pondre ce théorème-là, qui nous dit qu'une fonction est holomorphe sur oméga si et seulement si elle est développable en série entière autour de chacun de ses points, c'est-à-dire analytique, sur oméga. D'accord ? De plus, si je prends f de z, je peux l'écrire sous forme d'une série donc de z moins z0, où on a choisi notre z0 de telle sorte que la boule fermée de centre z0 et de rayon R est incluse dans oméga. Donc on a f de z qui s'écrit comme cette série-là. Une somme pour n positif de c indice n, z moins z0 à la puissance n. D'accord ? Avec une expression finalement de f en fonction des coefficients Cn, ou bien des coefficients Cn en fonction de f. Donc on a l'impression que effectivement le coefficient Cn en fonction de f, il dépend de R. On voit le R apparaître à droite. R apparaît à droite alors que Cn en fait, ça semble ne pas dépendre de R. En fait, par unicité du développement, il se trouve que cette quantité-là, qui semble dépendre de R, n'en dépend pas.
pourvu qu'on ait cette condition-là qui soit vérifiée, évidemment. Ok. Donc là, je vais reprendre cette écriture de la formule de Cauchy, qui nous dit que toute fonction holomorphe s'écrit comme ça. Donc c'est assez extraordinaire, en fait. Hein. Si je reviens un peu 2 secondes sur cette formule, c'est assez extraordinaire parce qu'on était parti d'une fonction qui est simplement dérivable, C dérivable, donc dérivable une fois. Eh bien, du coup, elle admet ce développement en série entière autour de chacun de ces points. Donc ça veut dire qu'elle va être indéfiniment dérivable. D'accord ? Donc déjà, on se retrouve avec des choses qui sont très différentes de ce qu'on avait vu jusqu'à présent sur R. Tout simplement parce qu'on a travaillé ici avec une C-dérivabilité, et dire que la limite, elle converge, la limite du taux d'accroissement converge lorsque H tend vers 0 dans C, c'est une condition forte. Comme c'est une condition forte, eh bien c'est normal qu'on obtienne plus de choses. Donc on obtient non seulement que la dérivée existe, c'est-à-dire que la limite elle existe en un coup, mais on va obtenir qu'en plus on peut dériver une infinité de fois. Et en plus on peut avoir cette formule, cette jolie formule de Cauchy. Alors, ça va nous permettre de résoudre un théorème qui s'appelle le théorème de D'Alembert, qui nous dit que tout polynôme admet, un coefficient complexe, admet au moins une racine dans C. Tout polynôme non constant, évidemment. Parce que si on a un polynôme constant, évidemment, il n'y a pas de racine, sauf si la constante est nulle. Alors donc, on va résoudre ce problème, mais d'abord, un petit lemme. Imaginez que votre fonction est holomorphe, donc on a une écriture de f comme ça, et qu'elle est bornée. Okay ? Montrons qu'elle est constante. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va montrer, pour montrer qu'elle est constante, on va montrer que Cn est égal à 0, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Effectivement, si Cn est égal à 0 pour tout n supérieur ou égal à 1, ici, ce qui va rester, c'est simplement c'est 0. Parce que z moins z0 à la puissance 0, ça fait 1. Donc il ne nous reste plus que f de z est égal à c0, donc f est constant. Pour montrer que Cn est égal à 0, regardons ça. Et on a une fonction qui est holomorphe sur C. Donc R, je peux le prendre, le fait d'imposer que B de Z0, R est inclus dans le domaine où la fonction est holomorphe, donc là c'est inclus dans C, toutes les boules de rayon R sont inclus dans C. Donc on peut prendre R aussi grand qu'on veut. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on prend R très très grand, sachant que, en fait, ce que vous avez sous l'intégrale quand je prends le module, donc le module de ça c'est 1, donc ça n'apparaît pas. Il ne nous reste plus que le module de f, mais on a dit que f était borné. Donc on a quelque chose qui est borné par m, que j'intègre ensuite entre 0 et 2π, donc m 2π. Le 2π s'élimine ici, donc il ne me reste plus que m divisé par r puissance n. Je prends r qui est aussi grand qu'on veut, donc du coup Cn est aussi petit qu'on veut. Et ça c'est possible à partir du moment où r puissance n peut aller vers l'infini. D'accord ? Donc à partir du moment où n est un entier plus grand que 1. Si n égale 0, on a r puissance 0, et là on n'arrive pas à faire tendre ça vers 0. D'accord ? Donc pourvu que n soit supérieur ou égal à 1, Cn vaut 0. Autrement dit, dans la suite de tous les Cn, on n'a que C0 qui est non nul, et tous les autres en tout cas sont nuls. C0 peut aussi être nul, hein, mais tous les autres Cn sont nuls, et donc f est constant. Très bien. Hop. Donc le théorème de D'Alembert, maintenant il va se résoudre en 2 secondes. On a un polynôme non constant. Imaginez que, on va essayer de raisonner par contradiction. Imaginez que P n'a pas de racine complexe. Si P n'a pas de racine complexe, P est un polynôme, donc il est holomorphe. Donc P est holomorphe. Imaginez qu'il n'a pas de racine complexe, donc ça part de C et ça arrive dans C étoile, puisque, justement, il n'y a pas de Z tel que P de Z vaut 0. Et puis on sait que l'application qui a Z associe 1 sur Z, c'est holomorphe,
de C étoile vers C étoile. Donc on va composer les deux applications, et donc on va se retrouver avec une fonction qui est f de z est égal à, quand vous composez les deux applications, vous vous retrouvez avec f de z est égal à 1 sur p de z. Et 1 sur p de z, étant donné que par composition d'applications holomorphes, eh bien ce serait holomorphe. Non seulement c'est holomorphe, mais en plus il est borné, parce que c'est quelque chose qui est continu et qui tend vers 0 lorsque z tend vers l'infini. D'accord ? Donc du coup, on a une fonction qui serait constante. Or, si f est constant, ça voudrait dire que p est constant. Or, on était parti d'un polynôme non constant. D'accord ? Donc, ce n'est pas possible. Donc, l'hypothèse selon laquelle f va de C dans C étoile n'est pas réalisée. Donc, par un raisonnement par l'absurde, P admet au moins une racine complexe. Bien. Donc là, on a vu dans ces premières minutes de ce cours diverses méthodes pour montrer qu'une fonction est holomorphe. Soit on revient à la définition, soit on utilise les formules dites de Cauchy, soit on obtient f par composition, addition, autre opération de fonction holomorphe, soit on utilise justement les exemples qu'on a vus qui sont holomorphes, des polynômes, etc. Soit on peut montrer que c'est une fonction analytique, c'est-à-dire développable en série entière, en voisinage de chacun de ces points. Examen 2009, ça on verra si je le vois avec vous pendant ce cours. Alors, continuons. Comment montrer qu'une fonction est holomorphe ? Donc on va passer à l'intégrale curviligne. Là, ça va être moins technique. Donc on va appeler chemin une application continue qui va d'un segment alpha bêta de R dans C. On dit qu'il est fermé si gamma de alpha est égal à gamma de bêta. Donc les chemins qui vont nous intéresser sont des chemins particuliers, ce sont des chemins qui ont des longueurs. Les longueurs ne sont pas infinies. Et on ne va pas faire des fractales pour passer d'un point vers un autre point. Alors qu'est-ce que ça veut dire comment se placer dans le cadre de ces bons chemins-là qui nous intéressent? C'est des chemins qui sont C1 par morceau. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir subdiviser votre intervalle alpha-bêta en plusieurs... donc on a alpha ici et bêta ici, et on a des petites instants intermédiaires, C1, C2, C3, CK, sur lesquels, sur chaque intervalle, f est de classe C1, sur des intervalles ouverts CI, CI plus 1. Et puis, quand on calcule la dérivée, en fait, elle est inférieure à une certaine constante m presque partout. D'accord ? Presque partout par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc on va faire une intégrale, en fait, par rapport à la mesure de Lebesgue de gamma prime de t. Donc ça, c'est par définition la longueur du chemin gamma. Pourquoi c'est ce qu'on appelle la longueur du chemin gamma ? Parce que, là c'est plutôt TI moins TI moins 1, parce que pour calculer cette intégrale-là, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, quoi. Comme si on avait intégré la valeur absolue, on avait regardé gamma prime de TI, on avait multiplié par TI moins 1. D'accord ? Gamma prime de TI, TI moins 1, ça ressemble un peu à ça. D'accord ? Dit autrement, gamma TI moins gamma TI moins 1 divisé par TI moins 1, c'est proche de gamma prime de TI. D'accord ? Si la subdivision est suffisamment fine. Donc, et ça, en fait, pour le coup, c'est quoi ? C'est gamma, on a plusieurs... donc vous avez votre courbe là. Là, vous avez gamma de TI, gamma de TI, gamma de TI plus 1. Puis comme ça, on continue comme ça. Donc on somme tous ces modules, eh bien on obtient en fait, lorsque la subdivision elle est de plus en plus fine, on obtient une convergence vers ce qu'on appelle la longueur de ce chemin. D'accord ?
Donc le fait que vous ayez supposé que cette gamma prime est inférieure à m, ça fait que quand vous intégrez entre alpha et bêta, pourvu que alpha et bêta soient inférieurs à l'infini tous les deux, on obtient quelque chose qui est fini. Donc la longueur de ces chemins-là est finie. Bien, on va définir ensuite l'intégrale curviligne sur un arc orienté de la façon suivante. À gauche, c'est votre définition, donc l'intégrale de f de z dz, d'accord? Donc c'est une écriture qui ressemble vraiment à ce qu'on a l'habitude de voir en termes d'écriture d'intégrale, sauf que vous avez une fonction f de C dans C, de sous-ensemble de C vers C, et vous avez gamma qui est un chemin de classe C1 par morceau qui a valeur dans U, qui est dans cet ensemble U où vous avez f qui est parfaitement défini. D'accord? Donc l'intégrale de f sur ce chemin orienté, c'est tout simplement l'intégrale entre alpha et bêta de f de gamma de t, gamma prime de t dt. Donc à gauche, c'est quelque chose qu'on définit ici, et à droite, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est parfaitement défini avec ce qu'on a déjà fait avant, c'est-à-dire qu'on intègre une fonction qui va de R, puisque la variable d'intégration est réelle, mais qui va de R dans C. D'accord? Donc ça, c'est parfaitement défini. On intègre une fonction qui va de R dans C. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intégrale curviligne. Donc à gauche, le signe d'intégration est complexe, c'est le petit commentaire, et puis à droite, le signe d'intégration est réel. Petit commentaire. Alors, des propriétés qui sont assez immédiates, c'est que si vous changez de paramétrisation, vous allez une paramétrisation alpha prime, bêta prime à une paramétrisation alpha bêta, on obtient la même chose. Donc ça, c'est vraiment un petit travail de dérivation composée. Vous regarderez la preuve, on fait un changement de variable. Alors pourquoi on a le droit de faire un changement de variable ici? C'est que déjà, on part de notre intégrale curviligne, on se retrouve avec quelque chose qui est par définition une intégrale d'une fonction qui va de R dans C, d'accord? Et là, pour le coup, vous allez faire un vrai changement de variable, parce que vous allez passer de U, qui est une paramétrisation dans R, à phi de U, que vous posez T, qui est une paramétrisation dans R aussi. Donc phi, c'est une fonction qui va de R dans R, d'accord? Donc là, on a un vrai changement de variable, et puis par notre formule de changement de variable, on se rend compte que nos quantités sont les mêmes, d'accord? Que l'intégrale sur gamma rond phi, f de z dz, c'est pareil que l'intégrale sur gamma. Donc tout se passe bien. Alors, donc, un petit commentaire un peu intuitif, un peu avec les mains, c'est que gamma rond phi, c'est une espèce de déformation temporelle de gamma, avec une vitesse, en fait, qui est phi, et on va voir d'autres façons de déformer notre courbe sans changer l'intégrale, mais bon, ça, on le verra après. Alors, si on inverse le sens de parcours, on obtient moins. C'est pas très étonnant, quand vous regardez l'intégrale de A à B, f de t dt, c'est moins l'intégrale de B à A. D'accord? Si on parcourt de sens AB, c'est moins l'intégrale de BA. Ça, c'était pour des intégrales réelles. Ici, des intégrales curvilignes, c'est pareil. On parcourt gamma dans un sens, on va ici, bien c'est moins l'intégrale parcourue dans ce sens-là. D'accord? Donc, voilà. L'autre chose, c'est quand on va composer les chemins, eh bien, quand on regarde l'intégrale sur gamma 1 plus l'intégrale sur gamma 2, donc on a un premier chemin là et puis un deuxième chemin ici, c'est pareil que l'intégrale sur tout ce chemin-là. Donc là, c'est une écriture avec n chemins, mais on aurait pu faire avec 2. Alors là, on va aborder une notion qui est assez intuitive, c'est la notion de simplement connexe. Ce qu'il faudra savoir dans ce cours, c'est simplement des exemples classiques de simplement connexe. On ne va pas démontrer qu'un ensemble est simplement connexe, mais on va prendre des exemples classiques de simplement connexe. Et on a besoin de dire quel simplement connexe vous allez utiliser pour pouvoir appliquer le théorème de convergence des résidus.
D'accord? Donc, simplement connexe, c'est la notion intuitive d'un ensemble qui n'a pas de trou. Un ensemble qui n'a pas de trou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un lacet quelconque, vous pouvez réduire le lacet continuellement à un point, et le point que vous obtenez, il est forcément dans l'ensemble. D'accord? Par exemple, C étoile, malheureusement, c'est C auquel on retire le point. C'est un ensemble qui n'est pas simplement connexe. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous prenez un lacet comme ça. Le lacet comme ça, vous pouvez le réduire continuellement à un point. Vous vous retrouvez à l'intérieur de ces étoiles. D'accord? Mais si par malheur vous avez pris ce lacet-là, essayez de réduire votre lacet à un point, sans ouvrir le lacet, il faut que ça reste toujours un lacet. Eh bien, on va petit à petit le réduire et on va se retrouver en un point qui va être 0. Et 0 n'est pas dans ces étoiles. D'accord? Être simplement connexe, ça veut dire que tout lacet se réduit continuellement en un point de l'ensemble, tout en restant lacet, quoi. Donc un disque, c'est un simplement connexe. L'intérieur d'un rectangle, d'un ovale, c'est un simplement connexe. Donc ça, c'est globalement tous les simplement connexes que vous allez considérer. D'accord? Globalement, on va voir des petites différences. Voilà, je crois que pour cette vidéo, on en a fini. Pour la deuxième partie de ce cours, parce que c'est un cours assez chargé, je ferai une autre vidéo qui nous permettra en fait de comprendre la suite des choses qui vont nous permettre de bien appliquer le théorème des résidus. Donc l'idée en fait effectivement de ce chapitre, c'est de bien comprendre et appliquer le théorème des résidus. Et là, pour le moment, on a fait pas mal de choses. On a montré, on a utilisé une définition qui est la définition d'une fonction holomorphe. On a vu les conditions de Cauchy qui permettent en fait de montrer qu'une fonction est holomorphe. On a vu aussi ce que c'est que l'intégrale curviligne, et on a vu la notion d'ensemble sans trou, c'est-à-dire la notion d'ensemble simplement connexe. Donc là, c'est déjà pas mal de choses par rapport au théorème des résidus. Je terminerai simplement en essayant de vous remettre le théorème des résidus. Donc ça, je crois que c'est cette page-là, voilà. Donc, pour faire un résumé de ce qu'on a vu que quelque chose, qu'est-ce que c'est qu'un simplement connexe? On a vu et compris ce que c'était qu'une fonction holomorphe, d'accord, sur un ensemble oméga privé de quelques points. Et puis on a vu le terme de gauche dans cette formule des résidus, qui est l'intégrale curviligne f de z dz, où on a intégré par rapport à un chemin particulier, c'est un chemin qui est un lacet. C'est-à-dire c'est un chemin qui se referme. C'est pas un chemin ouvert, c'est pas voilà, c'est un chemin qui se referme. Voilà, donc on a pour la prochaine fois à regarder les indices, le résidu, et puis voilà. Donc merci de votre attention et à très vite.